Bonjour à toutes et à tous, et nous sommes toujours en direct de l'Arsenal. Il est 13h06 et nous allons aborder la dernière table ronde de notre parcours, de notre road trip d'aujourd'hui pour justement clôturer cette 5e édition des Assises de l'immobilier ici à Metz. On va parler de transactions immobilières. Le marché est ce qu'on pourrait appeler assez bien chahuté en ce moment. On va parler des problématiques du défi de l'inflation, mais plus largement, finalement, du monde de l'intermédiation, de la vente de biens immobiliers. C'est le vrai sujet. On a rappelé tout à l'heure que c'était la dépense la plus contrainte des Français. Moi, je vais essayer de faire aussi d'optimisme. On va essayer d'être optimiste, sans dénier la réalité. C'est bien de faire de l'optimisme, mais sans déni de réalité. C'est le rêve français. Si je vous dis liberté, égalité, après il y a quoi? Plus fort? Eh ben non. Liberté, égalité, propriété, pendant 4 années après la Révolution. Ce n'est qu'en 1792 qu'à la Convention, on a retiré le mot propriété pour y ajouter le mot fraternité. C'est une anecdote de l'histoire, mais elle dit quoi? Elle dit que les Français ont inventé le droit de propriété. Et d'ailleurs, dans la constitution même du droit de propriété, et donc de l'accession à la propriété, l'objectif d'une révolution, c'était un équilibre d'accès à la propriété. Car sous l'Ancien Régime, tout le monde, en fonction de sa religion, en fonction de son degré de noblesse, en fonction de son métier ou de sa corporation, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas entrer dans un métier sans entrer dans ce qu'on appelle une guilde ou une corporation, il fallait être soit bien né, soit bien financé. La République a apporté une espèce d'équilibre qui permet à chacun de rêver à posséder sa maison, à posséder son appartement. Rappelez-vous, quand vous aviez 20 ans, vous aviez envie de vous acheter votre appart. C'est logique, c'est le rêve de tous les Français. Et donc ce que vous faites, ce que fait notre ami Stéphane avec son réseau, ce que tu fais Caroline en finançant les dossiers, Fabrice dans ton activité, Valentin, on est dans un autre niveau, mais c'est le même rêve de l'accès à la propriété. Et donc tous ces facteurs-là rassemblés sont aujourd'hui déterminants. Ce que je voudrais vous dire aussi, et vraiment pour poser ce décor, pour pas qu'on ait un débat, si vous voulez bien, trop technique, c'est que l'habitat, c'est le lieu de l'intime, c'est le lieu de la vie sociale, c'est là où vos enfants vont grandir, dans la maison que vous allez décorer, dans la chambre que vous allez repeindre, dans le choix des matériaux. Donc, sans vision holistique, un peu philosophique, voire amoureuse de l'habitat, il n'y a pas de métier. Tout à l'heure, vous l'avez dit, les pros de l'immobilier, qu'il fallait avoir la passion. Agnès Secarelli a dit, il y a une chose qui se voit dans les différentes personnes qui ont performé ce matin, c'est le côté posé, le côté engagement. Et l'inflation, on va d'ailleurs définir bien ce que c'est que l'inflation, frappe durement aujourd'hui les ménages. C'est vrai, elle frappe durement et surtout les primo-accédants, qui sont les premières victimes de la crise du logement dans ce pays. Ça, c'est un vrai sujet. Et l'âge d'accès à la propriété, vous le savez, ne cesse de reculer. Il a pris 5 ans en 10 ans. C'est-à-dire qu'on est, au fur et à mesure, de plus en plus tard, on accède à la propriété. Donc si on n'est pas bien né, si on n'a pas des parents qui solvabilisent le premier accès au logement ou le crédit, et Caroline connaît bien le sujet, comment on fait pour accéder à la propriété? Voici le débat que je vous propose de baser, et je vais commencer par le patronat réseau à dimension nationale, président Fritz. Aujourd'hui, l'inflation, comment pouvons-nous la traiter de façon efficace pour finalement essayer de faire passer le message aux Français qu'il est toujours temps, qu'il est toujours intéressant d'acheter aujourd'hui? Merci Sylvain, bonjour à toutes et tous. Que de plateaux anxiogènes aujourd'hui. Alors on peut dire qu'on doit être optimiste, alléluia. Je vois ça plutôt comme une incantation. Je vais redescendre d'un étage, je ne vais pas vous parler de la Révolution. J'ai fait le tour de France de quelques agences cet été et au contact des agences,
un conseil, on va dire, d'agent immobilier à agent immobilier. On fait quoi dans cette situation? Je vais pas revenir sur la situation d'inflation, sur la contraction du marché, sur l'augmentation des taux, sur l'augmentation des énergies, l'augmentation des matières premières, 20% sur le caddie de la ménagère. Les Français souffrent bien avant les agents immobiliers, mais les agents immobiliers, nous aussi, et moi je m'occupe d'agents immobiliers en premier, et les nôtres en premier, mais là aujourd'hui je partage avec vous. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? On fait quoi demain matin? Parce que c'est pas qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois, dans 1 an, le temps que les politiques, auxquels d'ailleurs, même si je salue, monsieur le député, votre engagement à nos côtés, et je le sais sincère, et je vous en remercie, n'attendons rien aujourd'hui de la politique du logement, en tout cas à court terme. Et aujourd'hui, on doit faire tourner nos boutiques, et la question, c'est comment on fait tourner nos boutiques. Il se passe 2 choses sur le terrain, une vraie scission forte, les gens qui font de la gestion locative, et les gens qui font que de la transaction. Les gens qui font de la transaction souffrent. Et parfois, les gens font tellement de gestion locative, sont tellement à l'aise qu'ils ne savent même pas qu'il y a une crise. Ça, c'est la première scission. Et puis après, c'est chez nos clients. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux qui peuvent vendre, qui doivent vendre, qui n'ont pas le choix de vendre, d'accord? Et il y a ceux qui peuvent attendre. Alors, qui peuvent attendre, qui pouvaient mettre éventuellement en commercialisation et prendre des mandats, ou en tout cas donner des mandats sur leur maison, ça, c'était avant. Aujourd'hui, je crois qu'il y a, et si c'est le conseil que je pouvais donner aux professionnels de l'immobilier que vous êtes, faites le tri dans vos mandats. Même si vous gardez les mandats, sortez-les de la commercialisation quand il n'y a pas de projet de vente derrière. Quand il y a 40 mandats, allez chercher les 6 ou 7 pour vous occuper correctement des gens qui ont une nécessité à vendre, qui n'ont pas le choix que de vendre. Et notre travail à nous, c'est de les accompagner dans cette période difficile, d'obligation très certainement d'atterrir de leurs rêves d'un prix élevé à un prix acceptable, puisqu'aujourd'hui, avant, on avait, je crois, 18 acheteurs par semaine, on est descendu à 4. Donc, la réalité, c'est celle-ci. Voilà. Merci Stéphane Fries, président du groupe Guy Hockey. Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, qui est avec nous. Merci Caroline d'être avec nous. Merci à vous. Merci également à Fabrice Janter d'être avec nous, président de la CCI de Moselle, qu'on a vu ce matin dans une très jolie vidéo. Et bravo pour ce campus, j'ai adoré. Et bien sûr, vous l'avez tous reconnu, Valentin Kretz qui est avec nous. Alors, on lui dit souvent, mais il ne faut pas oublier d'abord qu'il est d'abord un agent immobilier avant d'être sur Netflix. Je pense qu'on te le fait à chaque fois, mais avant tout, il fait son métier et il a la chance, effectivement, avec la famille d'ailleurs, d'être sur Netflix. Je vais commencer par vous, Caroline. Caroline, les courtiers ne sont pas épargnés en crédit immobilier. Personne n'est épargné. Et d'ailleurs, j'ai eu des chiffres qui sont ahurissants de baisse parmi le courtage. On en parlait hier avec Stéphane. Il y a des agents immobiliers qui ont quitté le métier parce que ça ne marchait plus. Mais on a aussi des mandataires, des courtiers en crédit immobilier qui ont quitté le métier aussi parce que ça ne marche plus non plus. Alors, à qui profite l'inflation? Définir déjà le cadre de l'inflation. Très justement, notre ami Stéphane a rappelé le cadre bien précis justement du rôle des agents immobiliers dans ce cadre-là. Et enfin, on va essayer d'espérer, de voir comment on peut effectivement toujours continuer à pouvoir, tant faire se peut, financer les projets immobiliers. Caroline Arnoux. Oui, alors effectivement, l'inflation, c'est une des raisons principales aussi de cette crise de l'immobilier. Je pense que c'est Loïc Quentin qui disait qu'on a une crise conjoncturelle et une crise structurelle. La crise conjoncturelle, c'est vraiment l'inflation. Donc il faut remonter aux origines un peu du choc inflationniste, sortie de Covid, hausse de la consommation, hausse des prix, et là-dessus on enchaîne sur la crise en Ukraine, avec une grosse tension sur les prix de l'énergie, du pétrole, de certaines productions agricoles également. Donc une inflation qui grimpe rapidement. Et ce qu'il faut savoir, donc l'inflation c'est la hausse des prix, que pour juguler cette inflation, les banques centrales ont un outil qui s'appelle les taux. Et les taux ont été conjoncturellement très très bas pendant des années, avec beaucoup de liquidités sur les marchés, des taux à 0, à 1%, donc une liquidité abondante. Et pour freiner l'inflation, donc il faut freiner les liquidités et il faut donc augmenter les taux.
Et ce qu'a fait la Banque centrale européenne, et ce qu'ont fait les banques centrales finalement partout dans le monde, c'est une hausse des taux du jamais vu en termes d'augmentation, c'est-à-dire sur 18 mois une hausse constante, des taux qui sont passés de 1 à 4, donc qui ont quadruplé, avec pour objectif de faire baisser cette inflation. Et l'objectif de la Banque centrale, elle est de 2%, et de tous les gouvernements, elle est de 2% à un horizon le plus proche possible, 2024 ou 2025. Aujourd'hui, alors quelques raisons d'espérer, donc ces taux ont fortement augmenté. L'inflation semble un petit peu se réguler depuis cet été, même s'il y a des sous-jacents comme le prix du carburant qui continue encore à augmenter. Une inflation qui se stabilise autour de 4,5%. Alors ça dépend si on prend l'inflation européenne. En France, c'est 4,9%. En août, et au niveau de la zone euro, c'est 5,3%. On voit qu'au niveau de la zone euro, on était monté en octobre 2022 à 10% d'inflation. Donc c'est des niveaux d'inflation qui ne sont pas supportables pour les Français. Et surtout pour les classes moyennes et les primo-accédants, où ça devient presque intolérable. C'est-à-dire qu'en fait, la pièce qui a été gagnée par les Français avec une politique de taux d'intérêt et une inflation qui était maîtrisée, on a même presque connu une période de déflation dans une certaine mesure, oui. Mais là, la hausse ininterrompue des prix qui provoque cette inflation, on est sur des hausses de 17 à 30% sur juste une année. C'est hallucinant. Ouais. Si vous avez calculé les taux d'intérêt, c'est combien? C'est 400 points de base d'augmentation sur une année courante. Oui, tout à fait. C'est du jamais vu. Non, c'est énorme, avec des pertes de pouvoir d'achat, forcément, dans le crédit immobilier, qui sont de 20%. Oui. Alors, les bonnes nouvelles, c'est que... Excusez-moi, oui, Caroline, quand on accuse la BCE, quand on dit que c'est la BCE qui a augmenté ses taux directeurs, en s'adressant aux banques et aux gouverneurs des grandes banques européennes, vous êtes trop exposés pour tel et tel type de risque. Est-ce que c'est eux qui provoquent la hausse des taux, ou est-ce qu'ils sont corrélativement, finalement, avec les soubresauts, par exemple, de la crise immobilière en Chine, qui est extrêmement grave, avec de grosses expositions. Je ne vais pas revenir sur le scandale d'Evergrande, mais c'est quand même un élément important. Et le deuxième promoteur chinois est aussi touché par cette crise. On parle aussi de la crise qui touche aujourd'hui les États-Unis, même si les éléments sont différents. Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que la BCE pourrait dire, ou en France, on pourrait dire, on va développer une politique de maîtrise des taux d'intérêt? Alors, de toute façon, ça ne peut pas être au niveau de chaque marché, parce que sinon, il faudrait que ça soit... On revienne au franc, enfin à des monnaies... donc c'est vraiment au niveau européen. La baisse des taux, c'est vraiment un enjeu stratégique. Et l'objectif de 2%, il a été fixé comme un objectif, parce qu'on doit se fixer des objectifs quand on baisse les taux. Après, il y a beaucoup de débats sur est-ce que 2% c'est le bon niveau, mais 2%, ils estiment que ça favorise la croissance, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'inflation pour donner aux gens d'investir. Et ça, finalement, n'empêche pas les gens de vivre et pouvoir s'adapter plus facilement à cette hausse des taux. Alors, les taux de la BCE sont les taux auxquels doivent se refinancer les banques. Donc, pour expliquer le blocage du crédit, c'est qu'une banque, des liquidités, elle en a dans ses ressources, dans les dépôts, mais elle doit aussi aller en chercher à la Banque centrale européenne. Elle doit un peu acheter. Donc quand vous avez des liquidités dans les banques centrales qui sont autour de 0 ou de 1... Elle prête pas l'argent. On fait des marges. Elle prête l'argent qu'elles empruntent ailleurs. Exactement. Ouais, oui. Et donc quand vous trouvez de la liquidité à la Banque centrale européenne autour de 4%, vous voyez la marge de manœuvre avec le taux d'usure. Et ce qui a vraiment bloqué le marché, et ce qui continue encore à le bloquer, c'est le niveau de marge des banques. Mais... parce qu'on parle des taux qui empêchent les emprunteurs finalement d'emprunter, parce que les problèmes de solvabilité, avec beaucoup plus d'apports, des niveaux d'apport de 27%, 28%, et puis on leur demande aussi d'amener aussi de l'épargne. Mais nous, courtiers, on a été confrontés, ça commence à se réouvrir, c'est une bonne nouvelle que je voudrais vous apporter, à des banques qui ont fermé le robinet du crédit.
D'accord. C'est-à-dire que les banques, et c'est le principal sujet en fait, c'est que les banques ne pouvaient plus faire de marge sur le crédit et vendaient du crédit à perte. Et pour certaines, n'avaient pas assez de liquidités, pas assez de ressources peu chères. Et donc, si la banque ne fait pas de marge et vend à perte le crédit, c'est vraiment un problème de rentabilité pour ces banques. On a une très grande banque nationale au niveau du courtage et de la distribution qui n'acceptait plus cet été de faire des crédits que pour des ménages ou des emprunteurs qui avaient plus de 5 000 euros de revenus. Vous imaginez 5 000 euros en France. Donc c'est bloquant. Bien sûr. Et là, la bonne nouvelle, c'est que les taux finalement vont se stabiliser. On a eu une dernière hausse de la BCE la semaine dernière. L'accélération qui a eu lieu va se stabiliser. Exactement, oui, sinon ils vont bloquer la croissance. D'accord, c'est très clair. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Merci Caroline Arnoux. Valentin Kretz, dans votre métier, ne connaît pas la crise. J'allais dire que c'est prime à la liquidité. Est-ce que, parce qu'on a fait des études sur votre métier, on a pris tous ceux qui faisaient... Alors vous faites sur prestige et luxe, Oui. Donc c'est de l'immobilier d'exception. Donc là on est sur une gamme de clients plutôt internationale, de tous horizons, avec un pouvoir d'achat qui est sans commune mesure. On a beaucoup de Français encore, donc... Ah oui. Non, c'est pas que international. Comme quoi, il y a encore de la liquidité chez les Français, donc je vous taquine. Sur le territoire français, je dirais 50-50. Alors eux, ils n'ont pas de problème pour emprunter, quand ils empruntent. Et on a fait une statistique sur les 5 dernières années, et on a pris extrait les 2 dernières années, qui ont été des années très chahutées. Impossible à prospectiver, si on peut dire les choses comme ça. Eh bien, le luxe, le prestige, c'est plus 50%. C'est inattaqué. Est-ce que ça veut dire finalement qu'on est arrivé dans une société, alors je ne vais pas vous demander un raisonnement sociologique, mais où finalement on a une catégorie de personnes qui possèdent réellement le circuit de la liquidité et qui en profitent, et qui a segmenté un marché qui aujourd'hui est une véritable niche et extrêmement rentable quand on mesure la performance, je dirais, sur les 5 dernières années. Alors je dirais plus protégé que dans les autres créneaux, oui, bien sûr, mais on n'est pas, on est quand même impacté, ça c'est sûr. Le luxe, on aime bien le catégoriser en 3. On dit qu'il y a le luxe à partir d'1 million d'euros. Ensuite, le super luxe jusqu'à 10 millions d'euros et l'ultra luxe au-dessus de 10 millions d'euros. Et c'est des marchés qui sont complètement différents et qui vont à des vitesses différentes et qui réagissent différemment selon l'inflation, selon le marché. Donc c'est sûr que des transactions au-dessus de 10 millions d'euros, on n'a pas besoin de financement. Donc on est beaucoup moins impacté et on a une offre qui est de plus en plus, qui diminue de plus en plus, donc une valeur qui augmente. Donc un marché qui est vraiment à part entière. Ensuite, je dirais que sur le luxe classique, dont les acheteurs ont majoritairement besoin de financement, là, il y a quand même un réel impact. Et quand on fait des études sur les 2 dernières années, forcément, sortie de Covid, voilà, c'était complètement exceptionnel et on n'a jamais connu des années comme celle-ci. On est un peu faussé par les chiffres. Ah oui, vous trouvez ? Oui, bien sûr. Là, on prend l'année 2023. C'est sûr que entre le début d'année et le deuxième semestre, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, en tout cas sur le luxe classique. Oui. Vous voulez dire que la période Covid a délié les cordons de la bourse à ceux qui avaient les moyens, quoi. Complètement. Donc on peut pas. C'est compliqué de faire de poser des règles par rapport aux 5 dernières années qui étaient vraiment exceptionnelles et voilà. Encore une fois, la catastrophe du Covid a tout chamboulé, donc c'est compliqué de. La prime aujourd'hui, la prime est à la liquidité. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Vous avez des clients, j'en connais certains, qui achètent sans crédit. Oui. Ils n'en ont pas besoin. Donc celui qui a de la liquidité aujourd'hui, c'est le shérif de la ville, c'est le roi du pétrole. Oui, bon, ça l'a toujours été dans le monde. Il y a des périodes dans lesquelles... Mais encore plus. Il y a des périodes dans lesquelles... vous savez, c'était le doyen de la famille Rothschild qui disait, quand le sang... J'espère pas ça en France, mais quand le sang coule dans les rues, il faut acheter. C'est quand ça coule et c'est quand ça va mal qu'il faut acheter. Oui, les Américains disent cash is king. Donc Et le paradoxe qui manque totalement de philosophie et de poésie, parce que bon, je ne partage pas du tout ce point de vue, c'est de penser que finalement que dans une période où les gens
sont à deux doigts de s'écorcher vif, c'est une bonne période pour s'enrichir. Moi, je trouve que philosophiquement, il y a une chose qui me gêne dans le truc. Mais, effectivement, force nous est de constater que c'est le cas, quand même. Est-ce que cette catégorie de clients auxquels vous faites face est perméable à l'inflation? Est-ce qu'elle le perçoit? Oui, bien sûr. Et en fait, l'inflation, c'est une perte de la valeur de la monnaie, donc de l'argent. Et on voit, si on prend le dollar depuis des dizaines et des dizaines d'années, la valeur a diminué. Donc on se dit, 2 millions d'euros aujourd'hui sur son compte bancaire, dans 10, 20, 30 ans, ça n'aura pas du tout la même valeur. Et ça vaudra beaucoup moins. Et c'est là où l'immobilier est vraiment un rempart et on dit... oui, c'est un coffre-fort, quoi. C'est un coffre-fort. C'est un moyen de mettre l'argent dans la pierre, c'est le meilleur moyen de le conserver. Exactement. C'est ce qu'on appelle un immobilier de conservation. Il faut transférer le plus vite possible l'argent qui se dévalue en immobilier, qui lui gardera sa valeur, augmentera sur des dizaines d'années, surtout dans des lieux, voilà, la Belle Pierre, quand on a Xavier Niel qui achète un hôtel particulier sur l'île Saint-Louis, ça peut paraître dans des montants astronomiques, mais 200 millions d'actifs sur l'île Saint-Louis aujourd'hui ou 200 millions d'euros sur un compte bancaire, bah dans 100 ans, les 200 millions sur un compte bancaire, ils en vaudront beaucoup moins. Alors que un hôtel particulier sur l'île Saint-Louis, il y en a un dans le monde, et il vaudra 2 fois, 3 fois plus cher dans 100 ans. Donc on voit bien que voilà, le but, c'est de transférer de l'argent qui perd de la valeur en immobilier, qui, comme on le disait, est un toit et la valeur la plus importante pour les familles et pour tout le monde, quel que soit d'ailleurs... Bien sûr, bien sûr. Mais si vous avez besoin qu'on le soulage un peu, on est là, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de le soulager. Je me mettrai en recherche dès demain. Il n'y a pas de souci. Merci Valentin, en tout cas, d'être présent et de partager cette expérience avec nous, parce qu'elle peut nous faire rêver. Et c'est vrai que comment je vous vois sur Netflix, et effectivement, vous avez un look de top modèle. Vous êtes presque l'incarnation de la concurrence déloyale quand on vous voit. Bref. Merci, bon, je suis flatté. Je ne vais pas insister, mais bon, quand même, c'est pas sympa pour moi. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, parce que ce qui est bien, c'est que je sais d'abord que dans votre famille, vous êtes des vrais professionnels chevronnés, contrairement à ce qu'on pourrait écrire, et que c'est des producteurs de séries qui sont venus vous chercher. Et ça, c'est important, parce que je pense qu'à chaque fois, on vous fait le coup, mais il faut quand même rappeler que vous êtes avant tout de vrais professionnels de l'immobilier. Applaudissements pour Valentin Kretz. Merci beaucoup. Merci. Fabrice. Alors, Fabrice, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Moselle, mais vous êtes aussi le patron de Dumur Immobilier, un acteur majeur de l'immobilier dans la région. Alors vous ne comptez pas vos heures, entre les fonctions d'engagement au niveau syndical de la Chambre, plus la boutique à faire tourner, parce qu'il faut quand même faire tourner un peu la boutique, c'est pas évident. Et vous avez attaché une particularité, un vrai intérêt à la formation des jeunes. L'inflation, quand on voit par exemple les CSP de la région Moselle, sur lesquels on a une vraie hétérogénéité, la richesse n'est pas de tous les côtés. Alors eux, pour le coup, ils sont hyper perméables à l'inflation. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, avec à la fois le recul du président de la CCI que vous êtes, mais aussi le professionnel de l'immobilier que vous êtes aussi? Alors, merci de ces mots, mais je crois que ce qui nous anime tous, et c'est pour ça qu'on se retrouve tous ensemble grâce à Cédric Lavaux, à ces assises, c'est la passion. C'est la passion à la fois de nos métiers, c'est la passion aussi de la cause noble pour laquelle on travaille. On loge nos concitoyens. Et là, on est au cœur finalement de la vie de tous les jours. On est au cœur des préoccupations. Sur la table ronde précédente, quand on entend effectivement, on a besoin, on attend des choses, on attend une direction. Et là, on a une cure déflationniste énorme que subissent tous les gens au quotidien. En plus, avec les hausses de l'énergie, là encore l'essence, etc., c'est vraiment très problématique et ça touche la vie de tous nos concitoyens. Donc à partir de ce moment-là, on attend en face qu'on sache dans quelle direction on peut aller, pour se dire on ne fait pas tous ces efforts pour rien. Et ce n'est pas que de la politique monétaire où tout d'un coup on se cache la tête dans le sable en disant « Oh là 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 là, mais que se passe-t-il ?» Et puis quoi ?
et quoi. Et je crois que la table ronde précédente était vraiment intéressante parce qu'elle a donné des lignes, elle nous permet d'avancer. Bien sûr. Alors c'est clair que sur les ventes qu'on fait actuellement, et je parle sous le contrôle de Laurence Muller-Créange, on a plus de 60% où c'est financé sans crédit. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau également. Et ça va vraiment dans le sens de ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire qu'on voit bien une fracture qui se crée entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas le cash à mettre pour aller plus loin. Et là, ça génère de la frustration. L'impact, il est vraiment très fort. Au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, on a travaillé sur différents sujets. C'est d'abord covoiturage. On a l'habitude de se déplacer tout seul. Se déplacer à 2, à 3, ça permet de réduire fortement la chose. Et ça, on le fait avec toutes les fédérations professionnelles de la Moselle. Ensemble, nous disait le président de la FNAIM, mais c'est exactement ça, c'est la même chose qu'on applique ici pour les salariés de nos entreprises. C'est promouvoir le covoiturage pour abaisser la facture. Et on en a besoin parce qu'en même temps, travaux d'isolation, travaux de rénovation, ça veut dire des budgets forts, ça veut dire des augmentations très fortes aussi de ces budgets. Et on le voit dans nos copropriétés. On voit comment nos copropriétés, elles ont besoin absolument d'avoir des transformations et des transformations rapides. Parce qu'autrement, c'est la double peine. On ne rénove pas, donc on paye plus cher son énergie, et jusqu'où on va aller. Donc il y a un moment, il faut trouver aussi les moyens finalement d'impulser les possibilités de travailler sur ces domaines-là. On le fait également au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie sur les fédérations des constructeurs du bâtiment, etc., dans l'idée aussi de les soutenir, parce qu'on annonçait tout à l'heure les chiffres, 300 000 emplois qui risquent de partir dans les 24 mois. Ça veut dire rénovation, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Et là, il faudrait un coup de pouce supplémentaire, on l'a bien compris. Il y a un impact aussi qui est fort chez nous, c'est notre côté transfrontalier. On a 120 000 personnes mosellans qui travaillent au Luxembourg tous les jours. On en a 16 000 qui vont travailler en Allemagne, en Sarre, tous les jours. Au Luxembourg, que se passe-t-il sur les salaires? Ils ont une indexation, quel que soit le montant du salaire. C'est-à-dire que sur cette année de 2023, il y aura à peu près 7,7% d'augmentation des salaires, ce qui fait que tous les Mosellans qui travaillent au Luxembourg reviennent avec des hausses qui sont assez fortes. Alors, ça crée en même temps un dilemme pour nos entreprises ici, Bien sûr. pour voir quelle est la concurrence. Mais en même temps, il faut se déplacer, il faut aller plus loin. Le Luxembourg a aussi mis en place, depuis maintenant 2 ans, avec des investissements colossaux, un réseau de transport gratuit. Donc, dès qu'on passe la frontière, on peut prendre un tram, un bus, on peut prendre des trottinettes, tout est gratuit. Voilà. Qu'on soit frontalier ou luxembourgeois. Hein. Voilà. Absolument. N'importe qui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce n'est pas forcément un exemple, mais ça nous renvoie quand même à des choses qui sont importantes. Il y a certaines villes en France qui ont choisi de rendre leur transport gratuit aussi. C'est un vrai challenge, mais en même temps, quand on voit finalement quelle est la recette des tickets en finale, c'est pas forcément un effort colossal, mais ça touche la vie de tous nos concitoyens et ça facilite les choses, ça facilite la mobilité. Je pourrais vous donner d'autres exemples sur le transfrontalier et qui nous ouvrent les yeux, parce que finalement, on voit ici ce qui se passe ailleurs. Et ça, on a toujours tendance à dire, vive l'Europe, et vraiment comment on vit l'Europe ici au quotidien et comment ça se pratique, mais c'est que du bonheur. Mais en même temps, parfois, on est tourmenté par des questionnements en se disant comment faire et comment aller plus loin. Ce qui est clair, c'est que l'impact luxembourgeois sur l'économie mosellane du quotidien, elle est très très forte. Et donc, elle va encore augmenter puisque le plan luxembourgeois prévoit au moins 300 000 personnes supplémentaires Bien sûr. qui arrivent dans les 5 ans C'est qui ce que viennent. disait ce matin François Grosdidier, effectivement. Ouais. On va continuer sur le sujet. Stéphane, combien d'agences dans le réseau Guioguet aujourd'hui?
550 agences sur Donc, le territoire national. Tout le territoire, hein, on est d'accord? Les dom-toms. Ok. Est-ce que, c'est une question, hein, est-ce qu'il y a des régions qui sont plus ou moins épargnées par les problématiques liées à l'inflation sur les prix de l'immobilier? Ou vraiment ça touche toutes les régions? Non, évidemment qu'il y a des questions, il y a une disparité, des différences, et il y a une disparité dans les régions, ça c'est une évidence, mais elle était soit dans une période phase, soit en période de crise, donc ça ne change pas. Aujourd'hui, la crise, elle est majeure, elle est nationale, et elle est surtout d'une très très grande brutalité, puisque aujourd'hui, c'est tout qui vient en même temps. L'augmentation des taux, l'augmentation du panier moyen, la contraction aujourd'hui du marché, l'autorité de la concurrence qui vient aujourd'hui encore nous attaquer, les pure players qui se mettent à attaquer les particuliers, enfin tout arrive en même temps, quoi. Donc c'est ça en fait qui crée la condition de brutalité de cette crise. Et la raison pour laquelle je disais, et même je pense pas qu'on ait aujourd'hui, en tout cas des décisions politiques qui aillent dans notre sens. Déjà, si on veut faire baisser les prix aujourd'hui, si on veut faire descendre les prix au-delà d'être contraint par la crise, d'accord, au-delà, c'est forcément de construire plus de logements, ça tout le monde le sait. Moi, je n'ai jamais demandé d'aide dans l'ancien. À chaque fois qu'on fait des aides dans l'ancien, ça va directement dans le prix du vendeur. C'était de faire des aides vraiment pour construire plus de façon pérenne dans le temps. Et là, il y a déjà un couac dans le gouvernement, parce qu'il y a aujourd'hui les rapports successifs qui ont été cités tout à l'heure, que ce soit Borloo, Rebsamen, l'Abbé Pierre, tous les rapports sont unanimes sur environ 400 à 500 000 logements par an construits pour pouvoir faire face à la démographie, tu en parlais Sylvain. Et on a un secrétariat aujourd'hui général à la planification écologique qui vient aujourd'hui chapeauter toutes les politiques écologiques dans tous les ministères et qui lui dit pas plus de 300 000. Alors déjà, les calculs sont pas bons, Kevin. Donc là, on a un vrai sujet pour le coup. Donc je pense qu'il n'arrivera rien aujourd'hui, puis il y a une volonté aussi de ce gouvernement, pour parler avec les politiques, de faire en sorte de déréglementer. Je pense que ça, faut s'y attendre quand même. Je sais que Loïc, lui, travaille beaucoup, on y travaille tous beaucoup à ce que ça ne se fasse pas, mais très sincèrement, dans les couloirs, il est clair qu'on parle d'une déréglementation pour donner du travail à tout le monde. On entend, ce qui est plutôt bienveillant. Mais il faut se rappeler que notre métier, aujourd'hui, il est régi par une loi qui s'appelle la loi Hoguet. La loi Hoguet, vous la connaissez tous, elle est là pour obliger le professionnel et aujourd'hui protéger le consommateur. Donc on a beau le dire, on a le sentiment aujourd'hui que le gouvernement, il traite tout par la finance et la fiscalité et qu'on risque quand même d'avoir de grandes difficultés. Est-ce qu'il y a une disparité dans les régions ? J'ai envie de te dire que non, en fait. Non, oui. Pas vraiment. Il y en a une disparité de prix. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde souffre. Oui. Merci Stéphane. Caroline, vous nous avez donné finalement un peu d'espoir, parce que vous avez dit que ça allait stabiliser les taux d'intérêt à la hausse. On va finir à 5 points ? Oui, on va finir à 5 points, certainement, à horizon Sur combien de temps ? Début 2024. Ce qu'on sait, c'est que ça va durer quand même un petit peu, parce que on estime qu'à chaque fois qu'on augmente les taux de la BCE, il faut 12 à 18 mois pour voir un effet. Oh. Voilà, donc là, on va retrouver une décroissance du taux. Plutôt fin 2 années. Fin 2024. Oui. Enfin ça. Ouais. J'ai pas de boule de cristal, hein, sinon on aurait pu tout prévoir. Mais nous, le conseil qu'on donne, et c'est là où moi je veux redonner de l'espoir, c'est il faut acheter. Il faut acheter même à 5%. Aujourd'hui, on a la chance en France d'être sur des taux fixes. Ouais. Donc ça veut dire que de toute façon, il y aura des vagues de renégociation. On ne rebaissera pas avant très longtemps à 1%, mais on pourra inévitablement, Stéphane, Fabrice, Valentin, ça crée une rétention. Là, ils se disent, bon, ça ira pas plus haut, et donc ça va baisser. Donc, mon projet immobilier, je vais attendre, genre 1 an, 2 ans, est-ce que ça crée, vous voyez, des mouvements de rétention sur les porteurs de projets ? Alors, moi, je ne suis pas une professionnelle de l'immobilier, mais du crédit immobilier. Oui. Mais il y a déjà une grande partie des projets qui sont... Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, bon, ça ira pas plus haut, mais ça va rebaisser, j'attends.
Non, ça va baisser inévitablement parce qu'aujourd'hui, encore, ça va baisser. Ce qui va baisser, c'est les transactions que nous avons réalisées. Donc, de facto, ça va baisser parce que si les gens veulent vendre, ils sont obligés de descendre parce qu'il n'y a pas le choix dans cette période donnée. Donc, celui qui n'a pas besoin de vendre, c'est ce qu'on lui conseille en règle générale et c'est ce que vous devez faire déjà dans vos annonces, on lui dit retirez le bien de la vente. Attendez, ça va inévitablement remonter. Mais dans 1 an, dans 2, dans 3, dans 4, inévitablement, parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements, la démographie est ainsi faite qu'on a besoin de plus en plus de logements. Donc s'il y a moins de logements, plus de demandes, C'est très clair. voilà, c'est mathématique. C'est très clair. Fabrice, peut-être, sur le sujet? Je pense que Est-ce que les gens ralentissent leur projet, indépendamment du fait qu'il y a des urgences, tu es d'accord? Divorce, départ, mutation, qui provoquent des ventes où vraiment les gens doivent vendre. Je pense que les mouvements, c'est des mouvements liés à la vie des uns des autres. Certains peuvent attendre, mais c'est rare. Le fond de la chose en même temps, c'est on est en train de redécouvrir l'inflation. On avait oublié, donc ça prend toujours un peu de temps parce qu'on a nos habitudes, mais ça veut dire qu'on se rappelle, moi je me rappelle les cours que j'avais dans mon école de commerce, on parlait de l'inflation, on parlait des risques de change, etc., puis on avait oublié un peu tous ces trucs-là, et voilà que maintenant l'inflation apparaît, alors on se dit oh là là là, qu'est-ce que c'est grave, qu'est-ce que c'est grave. La question, elle est pas seulement sur la question des taux dont on parle. Et quand on passe de 1 à 5%, on n'est pas dans des choses dramatiques. Ce qui est en revanche très gênant, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière et comment on avance là-dessus. Parce que les grands équilibres, ils découlent non pas seulement du taux d'inflation, mais ils vont découler en fait d'une vraie politique du logement, dont on parlait précédemment et dont on a parlé toute la matinée. C'est-à-dire, quelle est l'ambition de ce pays en matière de logement? Est-ce qu'on va laisser autant de gens à la rue comme ça? Est-ce qu'on va laisser, parce qu'on voit aujourd'hui, la vie fait qu'on change beaucoup plus qu'il y a 50 ans. Et parce que les familles se recomposent, parce qu'on a d'autres projets, parce qu'on veut aller... Donc, comment on accompagne? Plus, en fait, on bloque la situation en décriant le logement, comme ce qui est fait aujourd'hui, en ne mettant pas en place les mesures nécessaires pour qu'on aille plus loin. L'histoire de la flat tax qu'on a évoquée tout à l'heure, mais franchement, c'est quelque chose d'intéressant. Mais quel est le moteur? On est dans une époque de transformation énorme. C'est plus le monde entier, on est maintenant avec des blocs. Nous, notre bloc, c'est l'Europe. Il y a des nouvelles technologies partout qui nous permettent des choses incroyables, mais qui diffusent aussi l'information partout. On devrait être dans une époque heureuse, où on se dit waouh, on va bâtir quelque chose qui va nous faire plaisir, on va en être les acteurs et on va pouvoir pousser les choses plus loin. Je crois que c'est ça dont on a besoin, c'est une politique, une politique, savoir où on va, comment on le fait et jusqu'où on va. Et en matière de logement, mais c'est indispensable et ça touche la vie de nos concitoyens en permanence. On voit d'autres pays qui le font à côté. Alors faisons-le. Oui, pardon. Valentin, est-ce que justement cet impact-là fait qu'il y a des gens qui vont attendre sur votre classe d'actifs, qui est une classe d'actifs très particulière? Oui. Est-ce qu'on a les mêmes réflexes de rétention ou d'attention? Oui, bien sûr. Tous les acheteurs et les propriétaires aujourd'hui qui ont besoin de financement, en fait, c'est pas tellement la hauteur des taux aujourd'hui qui est à 5, qui est en soi, entre guillemets, qui reste bas par rapport à ce que les anciennes générations ont connu. Le problème, c'est l'augmentation brutale en une si courte période. On n'a jamais eu ça. Et donc, quand on a financé son bien l'année dernière, il y a 2 ans, 4 ans, 5 ans, à 1 ou 1,5, 1,8, et qu'aujourd'hui, on se dit, bon, bah, il faut que je vende mon financement à 1,8 pour aller refinancer à 5, bah, c'est là où c'est un peu compliqué. On se dit, bah, finalement, je vais attendre un petit peu que ça rebaisse, au moins un petit peu. Donc après, en termes de facteurs, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Oui. Donc, est-ce que ça dope un peu le marché ou pas? Oui, parce que tous ces propriétaires qui avaient ces projets de vente voient aussi une opportunité peut-être de location pendant les JO, donc ça repousse encore les projets. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on a moins d'offres dues à cette augmentation brutale. Donc voilà, dans l'attente au moins d'une petite baisse des taux, et puis les JO sûrement dans le luxe qui joue aussi beaucoup pour les revenus locatifs et peut-être repousser son projet après. Puis il y a eu beaucoup d'études sur les villes qui ont accueilli les JO. On a bien vu que souvent, ça a stoppé des crises, en tout cas, surtout sur le créneau du luxe.
ou alors carrément une augmentation à peu près de 15% en moyenne dans toutes les villes qui ont accueilli les JO. Donc voilà, c'est aussi un facteur qui va être important. Oui, donc c'est un facteur finalement assez exogène, puisque c'est un facteur très temporel, en fait, cette augmentation. Il y en a qui saisissent l'opportunité, forcément. Ça crée toujours des... Il y a même des locataires qui envisagent de quitter le pays pendant 3 semaines pour sous-louer leur... T'as eu la même chose? Non, mais c'est surréaliste. Hein. C'est très... oui, c'est ponctuel, c'est 3 semaines, mais l'image que ça renvoie dans le monde entier est énorme. Et donc, c'est pour ça que tous les pays du monde rêvent d'une chose, c'est que ça se fasse chez eux. Exactement. Merci beaucoup, Valentin. Je vais demander à Henri Buzicazo de nous rejoindre sur le plateau. Henri, on l'a vu, hein, l'inflation... Alors, la définition même de l'inflation, c'est une hausse continue des prix, et les revenus ne suivent pas forcément, donc on crée des différences majeures entre ceux qui avaient acheté à 10, finalement, et quand ils vont revendre, ils vont en vendre moins parce que forcément, ça ne se vendra pas forcément au même prix. Équation difficile à résoudre, l'avis de l'expert. Deux choses sur les données économiques, et je ne crois pas trahir ce qui a été dit par Caroline Arnaud en particulier ou par Fabrice. Cette équation nouvelle, cette inflation, il ne faut pas la vivre, on se tromperait, comme une maladie qui va passer, mais une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'est un changement de paradigme. On va devoir apprendre, et ça n'est pas si mal que ça, à vivre avec une inflation maîtrisée. Alors elle ne l'est pas maîtrisée. Quand elle le sera, on sera à un niveau d'inflation un peu en dessous de ce que nous connaissons, à des taux d'intérêt qui se stabiliseront peut-être un peu en dessous des 5 qu'on va atteindre, si ce n'est pas 5,5, mais on va rester avec une inflation saine. Saine pourquoi? Saine pour le système bancaire. Parce qu'entendre aujourd'hui des banques que finalement, non, elles n'avaient plus intérêt à prêter et que cet intérêt n'est pas encore restauré, c'est un problème. La banque, elle est là pour prêter. Elle en a plutôt envie, mais il ne faut pas qu'elle dégrade sa vigueur économique. Donc c'est ça. Soyons sérieux sur les prix. On s'est accommodé depuis 15 ans d'une situation qui a favorisé l'augmentation des prix. Valentin l'a dit, des prix du foncier pour la construction. Je vous rappelle aujourd'hui que le foncier, en zone tendue, représente entre 45 et 60% du coût global. C'est une pathologie. Il faut que le foncier baisse. Il faut que le prix des logements baisse. Ça a été dit tout à l'heure, et quand j'entends de Stéphane qui dit bah oui, il faut privilégier ces mandats sur lesquels il y a urgence et faire pression sur les vendeurs qui oublient souvent qu'ils ont fait une forte plus-value, souvent exonérés de toute taxation quand c'est la résidence principale. Il faut être sérieux, et s'il faut effectivement corriger le prix de 8, 10, 12, 15%, ce sont des niveaux qui ont été annoncés aussi par Charles-Marie Nakis sur 2023, eh bien oui, on va arriver à ça, on va se rapprocher de la solvabilité des ménages. Ce qui a marché dans un sens va marcher dans l'autre pour redonner du pouvoir d'achat, de l'oxygène aux ménages, et dans les 2-3 ans qui viennent, il faut un assagissement des prix. Je n'ai pas dit un effondrement, pour plein de raisons, notamment parce qu'on manque de logements, et ce ne serait pas bien, il y aurait un effet patrimoine épouvantable sur tous les propriétaires, mais il faut une correction sur les prix, et ça c'est un remède. Il faut bien sûr redonner de l'oxygène aussi aux banques, là-dessus il y a des prises de position très claires, hein, des courtiers, et même des banquiers qui disent mais laissez-nous travailler avec le reste à vivre, ne nous bloquez pas avec les critères du HCSF, qui sont périmés. Il faut se rappeler qu'ils ont été fixés avant l'inflation, fin 2019. Ils sont périmés aujourd'hui, ces 35% sont bloquants, ces 25 ans maximum de durée d'endettement sont bloquants. Voilà, donc je crois qu'il faut... Et puis deuxième donnée économique, et Fabrice l'a dit, ces histoires d'achat comptant, je vais aller un peu au-delà. L'apport personnel aujourd'hui, il est en moyenne de l'ordre de 35% pour que l'équation s'équilibre. Et donc, on ne prête qu'aux riches, ou on ne vend qu'aux riches. Moi, je les adore, les riches. Je trouve que Valentin t'en parle de manière extrêmement nuancée. D'abord, il y a des pas trop riches qui ont recours à l'endettement. Et puis, il y a les autres. Vous savez quoi? Les autres, ils ne m'intéressent pas. Je veux dire, il me faut rêver. Moi, je regarde ton émission. Voilà, je reçois des revues sur l'immobilier de prestige. On en est tous là. On rêve de ça. Mais c'est un non-sujet. En termes d'effectifs de vente, d'ailleurs, aussi. Mais vous constatez qu'il y a 60% d'achats qui se font cash dans certains réseaux. Mais oui, la France se coupe en deux.
Il y a ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas. Je vous rappelle aussi, quand on dit que l'épargne, elle est là, donc ça va bien, il s'est constitué 250 milliards d'épargne résiduelle supplémentaire par rapport à l'habitude avec la Covid, plus l'épargne de précaution liée au conflit ukrainien. 250 milliards, certes. Qui l'a constitué ? 20% des ménages ont constitué 70% de cette épargne. Voilà. Alors moi, c'est pas mon idéal pour faire le chiffre d'affaires d'une agence immobilière. C'est pas la vraie vie. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on voit que des choses vont se corriger. On voit aussi qu'il ne faut pas vivre ça comme une maladie, mais comme une nouvelle façon de vivre l'immobilier, la transaction immobilière. Les prix vont se corriger et même, je crois, à terme, l'équation de fabrication des logements neufs, parce que le foncier à bâtir va évidemment baisser. Applaudissements pour... Voilà, je vais retrouver un peu de micro, merci beaucoup. Je vais vous demander à tous de venir me rejoindre sur la scène. Voilà. Alors d'abord, on va faire la photo de la table ronde. Bien Fabrice, avec Henri, Valentin, Caroline et Stéphane. Merci. Voilà, je voudrais qu'on remercie chaleureusement Stéphane Fritz, qui reste avec nous, président du Guy-Hockey, Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, Fabrice Janter, président de la CCI de Moselle et le patron de Dumur Immobilier, Valentin Kretz, pour la famille Kretz, qu'on retrouve sur Netflix, absolument. Tu viens quand tu veux à la radio, on sera ravis de te recevoir. Et un immense triomphe pour mon ami Henri Buzicazo. Il va bientôt être l'heure de nous quitter. J'aimerais demander à tous les intervenants encore présents de venir avec moi sur le plateau. Guillaume Martineau, Lionel Cos, Olivier Principal, Gérard avec nous, Loïc Quentin, Alain Ledemay avec nous également, pour Galian. Tous ceux qui ont participé, venez ici rejoindre le groupe. Certains sont partis, Elodie, Eric, venez. Voilà, venez, on va prendre une photo de groupe. Voilà, Cédric, il est où Cédric? Voilà, venez, tout le monde, tous les autres participants sont partis, Cédric? Ok, voilà. Les intervenants, voilà, on va prendre une photo. Merci. Juste une petite minute avant que vous partiez. Juste une petite minute, même pas une minute. Écoutez-moi. Bien Cédric. C'est la 5e édition des Assises de l'immobilier. C'est un chiffre symbolique. Vous vous rappelez, ces assises ont vu le jour dans l'idée sur un pari fou, c'était en Corse, il y a un peu plus de 5 ans. Voilà. J'aimerais, pour lui, pour toute son équipe, pour tout l'effort qu'il a mené cette année, qu'on fasse tous ensemble un triomphe à Cédric Lavaux et son équipe. C'est la reconnaissance de toute la profession, Cédric, et tu le mérites très très largement. Moi, j'étais très heureux de vous accompagner à toutes et à tous. On va vous souhaiter un très très bel après-midi avec le verre de l'amitié qu'on va prendre tous ensemble. Et promis, on se donne rendez-vous l'année prochaine ici pour la 6e édition des Assises de l'immobilier. Merci à tous.